Eh bien, bienvenue pour cette 32e édition du Salon international du livre de montagne avec cet après-midi donc un échange avec les soldats de la liberté des Alpes à l'Afghanistan puisque nous avons vraiment l'honneur de recevoir le chef de corps du 27 BCA à Annecy, qui est le régiment mythique de Haute-Savoie et qui intervient en zone de montagne sur tous les continents. Donc Vincent Mainguet revient sur les événements marquants d'une carrière menée sous haute tension au service de la paix dans un remarquable ouvrage qui vient de paraître aux éditions Les Passionnés de bouquins sur le sentier des guerres, récit d'un chasseur alpin 2006-2022. Et nous avons également le plaisir de fournir cet échange avec Olivier Weber. Olivier Weber est grand reporter, il est lauréat du prix Albert Londres, du prix Joseph Kessel. Et il est également diplomate et il a été ambassadeur pour la France dans les pays en guerre, en zone de conflit. Et il précise le sens d'un engagement moral et spirituel et il rend compte de la spécificité des missions qu'il a pu accomplir dans ces territoires impénétrables. Il rappelle l'honneur de donner sa vie pour une cause qui dépasse sa propre personne, et ça, c'est le point commun qu'il peut y avoir entre nos deux invités, Vincent Mainguet et Olivier Weber. Ce sont des personnes qui se sont engagées pour leur pays, et dans une logique, sinon sacrificielle, du moins de témoigner de ce qui peut se passer dans les pays qui sont des zones de conflit. Donc Olivier Weber connaît particulièrement l'Afghanistan et il est l'auteur d'un recueil, Massoud, le rebelle assassiné, aux éditions de l'Aube. Et c'est un ouvrage remarquable parce qu'il permet à la fois de mieux comprendre la personnalité de ce combattant de la liberté et il permet aussi de mieux comprendre et de mieux s'imprégner des couleurs et du soleil de l'Afghanistan. Voilà. Donc là, je voudrais tout d'abord remercier Vincent Mainguet d'être parmi nous parce que c'est un peu un enfant du pays. Merci d'organiser ce débat cet après-midi. Voilà. Et puis, il nous a appris dans son livre qu'il ne s'agissait pas uniquement de conquérir l'inutile en escaladant toutes sortes de montagnes, mais qu'il fallait surtout s'engager pour défendre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre liberté, j'imagine. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on parle d'Afghanistan, effectivement, et le contexte actuel fait qu'on se repose et qu'on se pose toujours des questions, parce que l'Afghanistan revient toujours, qu'on s'y intéresse ou pas. C'est un an que les talibans, effectivement, ont repris Kaboul, et si on suit un peu l'actualité, c'est toujours dramatique ce qui se passe dans ce pays. Et on se pose forcément la question, qu'est-ce qu'on a fait là-bas, pourquoi la France y a été, et qu'est-ce qu'on a défendu. Avant de défendre effectivement notre liberté, ce qui est le cas là-bas, ce qui est souvent difficile à comprendre, on a une perspective, une compréhension de la défense nationale assez territoriale, assez patrimoniale. Et on le voit un peu avec l'Ukraine aujourd'hui, plus le territoire est menacé, plus on sent ça. Or en Afghanistan, c'est plus compliqué de percevoir ça, et pourtant c'est la réalité, on défend nos intérêts, mais on défend aussi nos valeurs, et c'est ça qu'on a réalisé quand on était en Afghanistan. Et au-delà d'objectifs, d'intérêts stratégiques, d'objectifs vitaux, d'intérêts vitaux, c'est aussi nos valeurs qu'on défend. Valeurs de fidélité, de fraternité stratégique. Alors à l'époque c'était avec les Américains, mais on défend aussi nos valeurs. La France veut jouer un rôle de puissance, d'équilibre dans le monde actuel, c'est-à-dire qu'elle participe, elle veut qu'on entende sa voix, et pour ça, on doit participer à ce concert des nations en défendant nos valeurs et en affirmant nos valeurs. C'est essentiellement ça qu'il faut comprendre sur les missions qu'on a effectuées en Afghanistan, au-delà d'y voir des intérêts stratégiques, d'intérêts vitaux spécifiques. Alors ce qui est particulier, c'est que Vincent Mainguet est à la fois montagnard, alpiniste et soldat. Et donc, en tant qu'alpiniste, il peut jouer avec la vie, et en tant que militaire, il peut sacrifier la sienne, donc pour la cause dont on parlait tout à l'heure. Et lutter contre une paroi, c'est pas la même chose que combattre en zone enneigée.
Et il faut savoir comment donner du sens à ce que l'on fait, comment canaliser ses émotions et mettre un mot sur ce que l'on vit avant que les traces ne soient balayées par l'histoire. C'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'un bataillon de chasseurs alpins? On nous pose souvent la question. Alors, les chasseurs alpins ont été créés en fait par mimétisme par rapport à l'Italie, hein, très clairement. Et aujourd'hui, évidemment, on n'est plus en guerre contre l'Italie. Donc, à quoi sert de garder des bataillons de chasseurs alpins? Il y a plein de raisons pour ça. L'une essentielle, c'est qu'en fait, à travers la montagne et le combat en montagne et les exigences de la montagne, qui est une école particulière, on arrive à développer des qualités qui font des bons soldats. C'est un raccourci, mais le bon alpiniste fera un bon soldat. Pourquoi? Parce qu'on va développer 3 dimensions particulières. Une dimension physique, évidemment. Quiconque a fait de la montagne sait qu'il faut quand même des conditions physiques assez bonnes, voire remarquables. Et à ce sujet, les jeunes qu'on recrute aujourd'hui ont des qualités physiques absolument incroyables. Donc physique, des qualités psychologiques, parce que quand on est sur une paroi face au vide, il faut trouver une ressource psychologique forte. Tout le monde a peur du vide. Tout le monde a peur en montagne. Ceux qui n'ont pas peur, c'est généralement des gens dangereux auxquels on fait attention. Et donc, on développe un psychisme particulier vis-à-vis du vide, vis-à-vis du danger, vis-à-vis de l'appréhension des risques. Et c'est vrai aujourd'hui en montagne, particulièrement cet été, avec une montagne assez dangereuse, on analyse les situations et ça nous oblige à développer des compétences psychiques. Et la dernière chose, la troisième chose, qui est importante en montagne, indispensable également au combat, c'est la valeur morale. La valeur du groupe, la solidarité, que ce soit au sein de la cordée ou au sein d'un groupe de combat, qui fait que voilà, cette morale du combattant est à peu près la même que la morale de l'alpiniste, où on ne laisse pas tomber son camarade de cordée, et on ne laisse pas tomber son camarade de combat. Donc sur ces 3 dimensions-là, il y a une vraie similitude entre l'entraînement en montagne et l'entraînement en combat. Et c'est pour ça finalement qu'on garde des bataillons de chasseurs alpins, parce qu'on développe particulièrement ces 3 aspects-là, et toutes les unités françaises sont très bonnes, mais ça nous donne un avantage, ou en tout cas la montagne est une école d'entraînement et d'exigence particulièrement efficace pour développer des qualités dont ont besoin le soldat. Et les principes du grand reporter sont probablement semblables dans l'engagement pour justement témoigner auprès du plus grand nombre des drames qui peuvent s'écouler dans les zones de conflit, puisque c'est la spécialité. Oui, bonjour. Oui, effectivement, il y a des points communs. Effectivement, j'ai beaucoup apprécié ce que disait le colonel sur la solidarité en montagne. Moi, c'est une zone un terrain qui me fascine parce que évidemment, il y a le côté engagé, deuxièmement, il y a le côté social, encordé, en 2 mots, encordé, donc, et puis donc le compagnonnage d'altitude. Et j'ai grandi en montagne, quelques dizaines d'heures de marche d'ici, dans le Mercantour. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un petit peu ce principe de solidarité dans les reportages en montagne. Bon, maintenant, je suis plutôt écrivain depuis une dizaine d'années, mais pendant 15-20 ans, donc j'ai découvert surtout des zones de guerre, effectivement, pas que, mais surtout des zones de guerre, et accessoirement des zones de guérilla qui se trouvent être, c'est la topographie qui permet justement la pérennité de ce type de maquis, des zones de guerre donc en montagne, l'Érythrée, le Kurdistan, les Kurdistans, parce que ça se passe sur 4 pays, principalement en Irak pendant des années, qui est une zone montagneuse en fait. Il y a un quart de l'Irak qui est composé donc de montagnes, la frontière iranienne en particulier, et puis l'Afghanistan, le Cachemire, etc. Et oui, l'engagement, enfin donc il y a l'engagement sous la forme de témoignages. Quand on est grand reporter, mais aussi quand on est écrivain ou écrivain voyageur, on peut aussi raconter des choses par le roman, et je crois que le roman aussi est une forme de dénonciation. Je pense, on parlait tout à l'heure de Joseph Kessel, je pense à un de nos maîtres, Joseph Kessel, qui, bien avant d'écrire Les Cavaliers, dont on parlait avec le colonel à l'instant, avait écrit un livre qui s'appelle Belle de jour. Ça vous dit quelque chose, parce qu'il y a un superbe film, donc, Catherine Deneuve. Et en fait, en 1928, il a 30 ans, Kessel, c'est le premier donc à dénoncer les violences faites aux femmes par un roman. Et ensuite, il le fera aussi avec La Passion de son souci, dernier film de Romy Schneider, qui est une dénonciation des camps de concentration dès 1936. Donc le camp de concentration de Dachau, puisqu'il avait écrit des papiers là-dessus dans la presse, et ça ne suffisait pas, donc il a opté pour le roman. Et donc, pour répondre à votre question, oui, il y a un côté engagement, effectivement. Et alors, j'ai fait une réponse un peu ambiguë, parce que
On est à la fois, quand on est écrivain, grand reporter ou grand reporter écrivain, en solidarité avec un compagnon de route, un ami, ce qu'on appelle aussi les fixeurs. Alors, les fixeurs, je ne sais pas si vous dites quelque chose, c'est souvent des traducteurs, ce sont des amis, alors ça peut être un Kurde, ça peut être un Afghan, ça peut être un Mexicain, etc. On paye, il faut payer, même si c'est un ami. Et en même temps, très souvent, on est tout seul. Et cette solitude, elle est bien sûr pesante, mais elle nous fait aussi aller vers les autres. Et puis, autre point commun avec ce que vous disiez à l'instant, c'est la peur. Moi, je n'ai peur qu'une seule chose, c'est de ne plus avoir peur. La peur, elle est bornante. La peur, elle est cognitive. La peur vous permet de vous empêcher de faire des conneries, hein, grosso modo. Et j'ai toujours veillé à ne pas mettre en danger donc mes accompagnants, qui sont encore une fois afghans, moyen-orientaux, sud-américains, parce que nous, surtout les Français d'ailleurs, écrivains en grand reporter, on vaut très cher, donc c'est une politique de rançon. Je parlais avec Pascal Bruckner hier l'un des premiers captifs de rançon, c'était Cervantes. J'ai écrit un roman sur lui qui s'appelle Le Barbaresque, comme quoi les islamistes n'ont rien inventé, on ne tue pas vraiment les écrivains ou les reporters français, on tue d'autres nationalités parce que les gouvernements ne payent pas. Mais quand on part d'un pays, après, nos accompagnateurs, nos amis, nos fixeurs, nos traducteurs, nos journalistes, du cru, restent sur le terrain. Et pour eux, ça peut être dangereux. Donc voilà, il y a un double risque, évidemment, pour soi-même, et puis deuxièmement, pour les accompagnants, et je fais très attention à ça, mais voilà, c'est aussi peut-être la définition de l'aventure, ou deux des critères qui permettent de définir l'aventure, c'est la prise de risque, mais mesurée, comme en montagne. Et quand je vois des jeunes journalistes qui disent « Ah, ou des apprentis, je veux partir sur tel terrain, ça », je dis « Attention, si c'est pour l'adrénaline, il ne faut pas partir. » Parce que, alors, on a tous connu l'adrénaline, mais l'adrénaline doit être non pas un moyen, mais une condition qu'il faut maîtriser. Parce que sinon, si on justifie d'aller dans une zone de guerre pour l'adrénaline, eh bien, autant faire la montagne, autant faire autre chose. La prise de risque, sinon, servirait donc à légitimer telle ou telle guerre. Donc voilà, il y a pour moi des zones rouges, évidemment, à ne pas franchir, et c'est éthique, mais c'est extrêmement important. Et après, on écrit à Paris ou ailleurs avec son stylo enfermé. Il y a une triple éthique dans vos actions respectives. Il y a d'abord une éthique de conviction pour témoigner. Olivier Weber, comme son maître Joseph Kessel, est un témoin parmi les hommes. Et d'ailleurs, il est l'auteur du dictionnaire amoureux de Joseph Kessel, paru chez Plon il y a quelques années, et qui est vraiment formidable parce que c'est une aventure exceptionnelle. Et puis, il y a la conviction de s'engager pour une cause, c'est l'engagement du militaire. Et ces deux éthiques se rejoignent dans la mesure où elles font appel à une éthique de responsabilité, de façon à peut-être se protéger soi-même, même s'il y a une logique sacrificielle dans l'engagement du soldat, mais il y a aussi la volonté et la responsabilité de protéger son équipe. Et le chef de corps, le chef de groupe, le chef de section se retrouve dans la situation d'un premier de cordée qui doit inspirer la confiance et qui doit avoir fait preuve d'exemplarité dans l'exercice de ses fonctions. Et je pense que pour le reporter, la responsabilité est aussi engagée vis-à-vis de ses rédacteurs en chef, mais aussi vis-à-vis de ses lecteurs, de façon à avoir les informations les mieux recueillies et les mieux validées. Donc il y a cette responsabilité-là. Et puis il y a aussi une éthique de comportement. Et ce qui est frappant dans le livre de Vincent Minguet, c'est justement l'attention qu'il porte en permanence à la fois sur ces hommes et sur l'environnement dans lequel il est amené à évoluer au cours de ses missions. Effectivement, alors sur cette éthique, alors c'est très vrai, il y a deux grands types d'éthique, on appelle généralement, c'est Max Weber d'ailleurs, je ne pense pas que vous soyez qui a théorisé ça, il y a l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est on croit en un système de valeurs qui nous fait avancer. L'éthique de responsabilité, c'est qu'on a le devoir vis-à-vis des hommes ou des gens qu'on a sous ses responsabilités ou des gens qui nous commandent une action, de mener au bout cette action. Ces deux éthiques sont parfois contradictoires. J'explique un peu. Parfois, l'éthique de conviction, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Parce qu'on y va à l'intuition et on va prendre des risques sans véritablement
à voir tous les paramètres en compte. On peut se laisser emporter par son énergie. D'autre côté, l'éthique de responsabilité, quand elle est poussée à l'extrême, on tombe rapidement du principe de précaution et on ne fait plus rien. Si on est responsable de la vie de ces hommes, par exemple, et qu'on dit si je vais à la guerre, je vais prendre des risques, ils vont mourir, donc je ne vais pas aller à la guerre, ça devient complètement stupide. Et donc c'est vraiment ça la troisième éthique qu'il faut essayer de trouver, de mélanger les deux, de trouver le juste milieu entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction, c'est l'éthique d'action. C'est comme ça qu'on peut l'appeler, c'est comme ça que je l'appelle d'ailleurs. Il faut agir. Parce que ce soit, alors au combat, c'est très vrai, si on veut gagner une bataille, si on veut gagner une guerre, à un moment il faut prendre des risques. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire des grandes batailles, des grandes victoires où un chef militaire n'a pas pris de risques. Si on ne prend pas de risques, c'est sûr qu'on n'aura pas la victoire. C'est pareil en montagne. Quand on arrive dans un passage clé, dans une paroi, on sait que ça va être difficile, on sait qu'il va falloir aller légèrement au-dessus de ses limites. Mais si on ne franchit pas ce passage clé, la voie qui fait peut-être 1000 mètres, le passage clé qui fait 2 mètres, si on n'arrive pas à franchir ça, on ne fera pas la voie. Donc il y a un moment, il faut dépasser, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Et c'est là toute l'importance du chef militaire en tout cas, c'est de prendre connaissance des risques, d'être sûr qu'on ne peut pas faire autrement que de prendre ces risques, de bien circonscrire tous ces risques, de prendre toutes les mesures, le maximum de mesures possibles pour protéger ces hommes, mais il faut y aller. Et c'est ça la difficulté qu'il y a dans, alors c'est l'action militaire, mais finalement c'est vrai dans beaucoup d'actions humaines, c'est savoir quel type de risque prendre, mettre le maximum de protection autour, mais y aller. Il y avait Kipling qui avait une phrase, un aphorisme qui dit bien ça, c'est toujours dans la vie prendre le maximum de risques avec le maximum de précautions. C'est tout le problème de l'équilibre entre le bénéfice et le risque, et aussi entre le professionnalisme qui est toujours rassurant parce qu'il donne un cadre, et puis l'émotion qu'on n'arrive pas forcément toujours à canaliser. Donc je pense que ça doit être un problème difficile de trouver cet équilibre en zone de conflit. Oui, effectivement, parce que l'écrivain, le grand reporter, est vraiment sur la ligne de front. Moi, je trouve que j'ai couvert une vingtaine de conflits, tous très différents. Et vous savez, depuis 1945, il y a eu à peu près 250 conflits dans le monde. Et encore, il y en a beaucoup plus parce qu'il y a des sous-conflits. On va dire qu'il y en a à peu près 250. Et vous savez quelle est la proportion de victimes civiles depuis 1945, en 70 ans? 94% des victimes de tous les conflits, de ces 250 conflits, sont des civils. La proportion va en s'accroissant, on le voit avec la Syrie, bien sûr, l'Ukraine, le Yémen, etc. Donc c'est vrai qu'on fait ce qu'on appelle les guerres à distance. Alors c'est une stratégie aussi, une doctrine qui a été définie par les Américains en 1993. Rappelez-vous, c'était après la première guerre du Golfe, l'intervention américaine sous mandat onusien, mais c'était uniquement américain, en Somalie, demandée par Clinton. Et en fait, il y a eu malheureusement 11 militaires américains, donc sous-officiers de US Air Force, donc des pilotes d'hélico qui ont été lynchés, dont 3 sous les caméras de télévision. Clinton a arrêté la guerre en 15 jours. Ça s'appelle Zero Death Policy, c'est-à-dire la politique du zéro mort. Donc on fait des guerres à distance, effectivement, et il y a beaucoup de victimes civiles. Et bon, bien sûr aussi les guerres par drone, etc., ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Donc en fait, des victimes civiles, encore une fois. Et quand on est humanitaire ou écrivain ou reporter, évidemment, on voit ces victimes sur le terrain. Il faut limiter les risques pour soi aussi, il faut limiter aussi les risques psychologiques, ce qu'on appelle le PTSD ou le colonel. Donc c'est le retour, le syndrome, c'est l'acronyme en anglais pour le syndrome post-traumatique de guerre. Les militaires sont affectés, les humanitaires, médecins, infirmières, Médecins sans frontières, ça, et bien sûr les écrivains et les grands reporters. Il faut gérer ça aussi, parce que c'est pas évident. Moi, je prends toujours l'image d'un médecin humanitaire qui sera à Bagdad en train d'amputer un enfant, et s'il pense à son propre enfant, il ne pourra pas opérer. Donc il essaie de se blinder, de créer comme cela un sas autour de lui. Évidemment, on décompense quand on rentre dans nos capitales respectives. Oui, donc voilà. Et alors moi, j'ai une thérapie aussi pour ça, c'est écrire, y compris le roman. Ça permet de raconter ce qu'on ne peut pas raconter dans la presse. Moi, je fais très peu de journalisme encore. Bon, en Ukraine, j'en ai fait pour l'Express, mais je suis allé pour un livre qui complète la trilogie sur les Kurdes, les Afghans anti-talibans, évidemment, et les Ukrainiens, qui va s'appeler donc De l'esprit de résistance, parce qu'on va réunir les 3 livres. Le prochain sort fin août. Et pour répondre à votre question, bah oui, il y a bien sûr cette question de l'éthique qui est extrêmement importante. On est tous révoltés.
évidemment par ce renouvellement des guerres qu'on peut pressentir quand on va sur le terrain. Voilà, on a une capacité peut-être de déduction, d'anticipation, d'extrapolation, d'analyse, et qu'on a peut-être moins quand on est diplomate aussi, parce que je l'ai été, comme vous disiez, pendant 5 ans. Mais voilà, et donc pour moi l'éthique c'est aussi la dénonciation, et encore une fois ça peut passer par le roman, ça peut passer par la fiction de cinéma. Donc c'est du témoignage, oui, effectivement, être témoin par les hommes pour raconter, que ce soit en Afghanistan, au Kurdistan ou en Ukraine. Être témoin parmi les hommes et faire le tour du malheur, pour reprendre aussi, faire un clin d'œil à Joseph Kessel. En tout cas, en situation de crise, on a l'impression que l'individu s'efface devant le groupe dans un bataillon en marche. Alors que le grand reporter a peut-être un exercice plus solitaire de sa mission. Alors, je pense que quand on travaille en groupe ou quand on est amené à diriger une compagnie ou une section, ça doit entraîner quand même beaucoup de responsabilités et beaucoup de travail en amont pour justement assurer cette cohésion du groupe et le faire agir en toute confiance. Effectivement, l'action de combat est une action collective. Comme en montagne, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de premier de cordée s'il n'y a pas quelqu'un qui l'assure. Et effectivement, cette action collective, ça se travaille. On l'a dit tout à l'heure, il faut prendre des risques pour avancer. Et donc, il va falloir qu'à un moment, on se confronte au danger. Et ça se travaille. Alors, ça se travaille de plusieurs façons. Déjà, donner du sens à l'action. Quand on croit effectivement en quelque chose, on ira plus facilement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le soldat ou le montagnard se retrouve là en disant « mais ça ne sert à rien ce que je fais ». Donc il y a toute une pédagogie pour donner du sens, expliquer pour quelle valeur, quel intérêt on travaille. Ça, c'est la première direction. Et la deuxième direction, il faut travailler la cohésion, l'esprit de corps, l'esprit de cordée, l'esprit d'équipage, on appelle ça comme on veut. Et ça se travaille. Alors ça ne se travaille pas n'importe comment, ça se travaille par l'entraînement, en allant en montagne ensemble, en vivant les mêmes choses et en s'intéressant effectivement à chacun des individus. Les armées, c'est valable pour beaucoup de choses, on est divisé en plusieurs entités. Là c'est même plutôt de la sociologie ou de l'anthropologie dont je vais parler. C'est intéressant de savoir qu'une compagnie, dans ce livre, là, je raconte des épisodes qui sont passés en Afghanistan. Je commandais une compagnie, c'est entre 150 et 200 personnes. Ce format-là, de 150-200 personnes, c'est le format qui permet de se connaître à peu près tous. Au-delà de 200, on a du mal à connaître individuellement chacun. Et en fait, si on a fait créer des compagnies, et si on agit en compagnie dans les armées françaises, et finalement dans les armées du monde, c'est pas pour des raisons tactiques, c'est pour des raisons sociologiques. Parce que c'est important de se connaître individuellement. Et Michel disait tout à l'heure qu'effectivement l'individu s'efface devant le groupe. Oui, c'est vrai, mais pour créer ce groupe, il faut tisser des liens, et ces liens se tissent quand on se connaît. Sur les 150-200 gars que je commandais en Afghanistan, je connaissais déjà le nom de chacun, ça c'est important, mais également un peu leur histoire, un peu leur vie. Il faut tisser des liens, et c'est comme ça qu'on arrive à créer une cohésion. Et encore une fois, voilà, 150-200 personnes, on arrive à connaître tout le monde. Aujourd'hui, je commande un bataillon, c'est 1500 personnes. J'en connais une grande partie, mais on ne connaît pas individuellement 1500 personnes. Ça, c'est pas possible, c'est difficilement possible. Mais la moyenne des gens, voilà. On arrive à connaître des groupes de 150-200 personnes, et c'est important. Et c'est cette cohésion à l'intérieur de ce groupe qui fera qu'en combat, quand on ira s'exposer à des missions difficiles, périlleuses, et ben, chacun ira, parce que, en dernier ressort, quelqu'un ira risquer sa vie, affronter sa vie, pas forcément parce qu'il a des objectifs moraux très haut placés. Très concrètement, il ira peut-être pas se battre directement pour la France, pour l'intérêt de la France, mais il ira se battre parce que si lui il va pas, c'est le copain qui est à côté qui va mourir. Et donc c'est ça, le phénomène véritablement, cette action collective, elle vient de là. C'est une action morale, mais dans le regard de l'autre. On agit par rapport à ce que l'autre va penser parce qu'on a des liens d'amitié avec lui. Et ça, c'est vraiment important et c'est une des choses qu'on doit travailler. Au-delà des compétences tactiques, techniques, physiques, cette morale du groupe,
qui ne s'inventent pas, qui se travaillent au jour le jour par des relations humaines qui sont vraies. C'est respecter l'autre, mais aussi accepter l'autre, parce que l'autre peut revendiquer le droit d'avoir peur ou de pouvoir renoncer à l'exercice d'une action. Oui, tout à fait. Alors, Olivier en parlait tout à l'heure, hein, ce droit à la peur, c'est primordial, c'est une sauvegarde. Alors, je crois que Gérard Guerrier-Epala a écrit un livre remarquable sur l'éloge de la peur, que je conseille à tout le monde de lire. C'est exactement ça. Finalement, les gens qui n'ont pas peur du tout sont véritablement dangereux. Ceux qui sont complètement paralysés par la peur, il y en a, c'est compliqué aussi. Mais la peur est un sentiment sain. Biologiquement, c'est quelque chose qui va mettre en éveil toutes les fonctions physiologiques qu'on a pour avancer, pour aller plus loin et pour avoir une notion concrète du danger. Simone Veil, la philosophe, en parle très bien. On a besoin de se confronter aux risques, on a besoin d'avoir peur pour objectiver les risques et la vie qui nous entoure. Si on n'a pas peur, on comprend moins le monde qui nous entoure et c'est plus difficile d'avancer. Et quand on est grand reporter, donc on est confronté à tous ces problèmes, mais il n'y a pas la cohésion du groupe, c'est un exercice solitaire, donc c'est certainement beaucoup plus difficile. Oui, mais en même temps, il m'est arrivé de diriger des équipes, quand on est diplomate, ambassadeur, on ne prend pas de risque, les 30-40 personnes avec moi, mais en tournant des documentaires sur le terrain, oui, je vais donner 2 exemples. Une fois, en Afghanistan, j'étais tout seul, donc avec un caméraman, on était 2, et on était là pour faire un film sur les talibans qui avaient proscrit l'image. Alors, j'y allais officiellement pour un livre qui s'appelle Le Faucon Afghan, et on tournait clandestinement un film qui s'appelle L'opium des talibans, sur l'implication avec la plus grande hypocrisie devant l'éternel des talibans dans le trafic de taria, comme on dit en persan, qui veut dire opiacé, en fait euphémisme pour ne pas dire héroïne. Les talibans sont les plus grands trafiquants d'héroïne au monde, 92% de l'héroïne du monde entier. Alors, je ne sais pas si on a pas si, je ne vais pas vérifier, mais 92% de cette héroïne vient d'Afghanistan. Et bref, j'étais chez le wali, le gouverneur de Ghazni, un taliban, donc qui s'appelle Dost Mohammad, qui porte le nom d'un grand roi d'Afghanistan. Et on était là à table, c'est pas une table, c'est un tapis qui faisait à peu près la scène, à 20 mètres de long, là, puis il y avait 40 talibans autour, et moi, François, mon caméraman, j'étais en face de lui, enfin, caméraman clandestin, accompagnateur, et il me dit, tout en noir, les yeux de colle, la tête penchée, les mains comme ça, 3 gardes armés de Kalachnikov derrière lui. Qu'est-ce qui se passerait, Zaïtoun, c'est mon surnom Pachtou, si tu mourais maintenant? Et alors j'ai écouté Wali Saïd, monsieur le gouverneur, ça ne me dérange pas, je finis ma bouchée de kebab, oui, vous inquiétez pas, etc. Alors, sur ce grand tapis, il étalé de 20 mètres de long, il y a quelque chose qui me sauvait la vie en 3 secondes. Évidemment que j'avais peur. Il faut avoir peur. Encore une fois, j'ai essayé de montrer que je n'avais pas peur. Et je lui dis, écoutez, Wali Saïd, monsieur le gouverneur, je ne savais pas que vous aimiez autant les Américains. Et là, il fait signe encore à ses 3 gardes, les Kalachnikov montent un peu plus haut, et comment ça, nous détestons les Américains? Je dis, bah si, écoutez, je vois du Pepsi Cola entre les tomates et les concombres, donc vous adorez les Américains. Et je trouve la réponse, je dis, bah si je devais mourir maintenant, j'irais au paradis, comme vous, monsieur le gouverneur, si vous deviez mourir maintenant. Alors évidemment, j'avais la trouille. Je pensais au mien, etc. J'ai pas le temps de faire ma prière. Je me suis dit, alors après coup, parce que la peur aussi, rétroactive, est-ce que c'était une mise en scène du bluff? Je pense que c'était du bluff. Il n'aurait pas voulu salir les murs du palais du gouverneur, de son palais, quoi. Et voilà, on a tenu comme ça avec mon ami François, et puis pour une autre expédition qui était en Amazonie, pour un documentaire qui se trouvait être un documentaire de cinéma après coup, qu'on avait tourné pour Canal+, et France 2, mais qu'on a pris pour le cinéma. Donc j'ai tiré un livre qui s'appelle J'aurai de l'or, c'est une phrase de Rimbaud d'ailleurs dans Une saison en enfer. Et là, donc j'avais pratiquement une équipe de fiction, on avait des gros budgets, on avait une dizaine de personnes, tout, assistants, perchises, accompagnateurs, et on était menacés plusieurs fois par des trafiquants d'or, pas les garimperos, les ouvriers de l'or, mais par les trafiquants. Et là, il y a une sorte de nivellement par le bas, mathématiquement parlant, qui est le plus petit dénominateur commun de l'équipe. C'est-à-dire que moi, je fais attention et je sais que la peur, elle est exponentielle. Alors, je ne sais pas si dans vos unités, compagnie, bataillon, c'est le cas, mais quand la peur gagne un groupe, c'est irrationnel, ou c'est émotionnel. Et je ne veux pas opposer le rationnel avec l'émotionnel, au contraire, on est plutôt dans une symbiose, donc il faut faire avec. Et moi, j'ai tendance à niveler par le bas. Ça m'est arrivé aussi il y a peu de temps, avec Pierre Petit, qui a tourné le film avec nous, vous le verrez demain, avec Gérard Muller, qui est un caméraman de montagne, parce qu'on a été menacé 3 fois de suite, donc en montagne au Mexique, on faisait un tournage sur les Indiens Talomaras,
Et on a été menacé 3 fois à 2000 mètres d'altitude par les cartels du Sinaloa. Donc eux, ils ont fait 100 000 morts sur les 300 000 morts de la guerre contre la drogue depuis 2008. Donc on s'est dit c'est sérieux. Et bien sûr que j'ai suivi mon équipe aller en décamp. On est parti dans la montagne parce qu'on a été menacé 3 fois. C'était pas du tout pour le film. Qui nous ont dit à ce moment-là, ouais, c'est très bien, écoutez, on vous suit, voiture blindée, on a vos numéros de passeport, on sait qui vous voyez, et on connaît les questions que vous posez. J'ai presque failli demander, vous connaissez aussi les réponses. Quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une faute, sortir les caméras. Pas du tout, les caméras c'est très bien, on a besoin de tout ça. Par contre, vous sortez pas les petits engins volants. C'était quoi? C'était des drones. Alors pourquoi? C'est pas pour la cocaïne, parce que le cartel est un cartel de transit de la cocaïne qui vient de Colombie. La marijuana, c'est pas très grave, c'est presque autorisé. C'est comme les Afghans d'ailleurs, parce que les Mexicains, c'est le 3e producteur au monde, font du pavot opium pour faire de l'opium, pour faire de l'héroïne. Et donc vous sortez pas le drone, donc on est parti en montagne, on est rentré à Paris, bon, là j'étais fini heureusement. Et là j'ai écouté mon équipe, je ne sais pas si je serais resté tout seul, mais voilà, il y a une manière aussi de gérer individuellement la peur, encore une fois, sans être casse-cou. Moi j'adore la vie, etc. Je limite au maximum les risques. Quand je suis à Karachi, à Bagdad ou Kaboul, il y a des indicateurs, on va dire, pas changer de taxi au dernier moment, pas donner rendez-vous la nuit, connaître exactement qui on va voir, pas donner des interviews dehors, comme c'était le cas d'une amie journaliste que je ne citerai pas, mais qui était enlevée longtemps en Irak. Donc voilà, avec ça, vous limitez 50% des risques. Mais voilà, donc cette peur collective, il faut la gérer, sinon elle est exponentielle et elle devient totalement ingérable et irrationnelle. Voilà, merci. Et vous avez été marqués l'un et l'autre par vos missions en Afghanistan, un pays qui vous décrivez comme étant écrasé par le soleil et enveloppé de toutes sortes de poussières, et surtout avec toujours en embuscade la hantise d'une attaque, alors des talibans pour vous, les talibans pour vous, et ce doit être une vie sous haute tension en permanence, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Sylvain Tesson, qui vous avait accompagné il y a une vingtaine d'années. C'est effectivement une vie à haute tension. On était, nous, dans une base au nord-est de Kaboul, dans les montagnes. Effectivement, on était attaqués tous les 2 soirs, soit par des roquettes qui tombaient à proximité de la base, soit dans la base. Alors après, on est protégé. Soit quand on se déplaçait en véhicule, ce qu'on appelle c'est des bombes, des engins explosifs improvisés qui pètent sous les véhicules, et ça a des dégâts sur matériel quand on pète dessus. Mais finalement, ce mauvais moment passe assez vite, mais c'est surtout permanent en fait. Dès qu'on sort, on est soumis à cette pression, à cette peur, parce que c'est quand même assez aléatoire. Alors, on a des tactiques, on développe des tactiques qui permettent d'éviter un maximum de ces engins. Mais parfois c'est quand même difficile. Donc l'environnement émotionnel dans ce pays-là était effectivement assez complexe. Il en a résulté, et encore maintenant, beaucoup de gens ont été marqués. Moi, sur les 1500 personnes du bataillon, du 27 à Annecy, j'ai une trentaine de cas de stress post-traumatique, dont parlait Olivier tout à l'heure, assez lourd. C'est vraiment des maladies, des blessures handicapantes. Alors, il y a plusieurs stades, et ça va de la dépression à véritablement les tentatives de suicide, et donc c'est des choses à prendre en compte. Tout ça pour dire qu'effectivement l'environnement émotionnel de la guerre, de ces pays en conflit, est assez lourd, à la fois parce qu'on est en danger vis-à-vis de soi, et je dirais il y a aussi un phénomène où on rencontre dans les situations de conflit et de guerre, c'est finalement un condensé de la vie humaine. On voit des choses extraordinaires de solidarité, d'amitié, et on voit les pires choses que l'humanité est capable de faire en termes de trahison, en termes d'assassinat. Et c'est ça aussi qui, je pense, pour certaines personnes, a déclenché un processus psychologique qui les détruit, qui les ronge, parce que si on n'est pas prêt à ça, à être confronté, alors quand on est confronté aux belles choses, effectivement, on s'épanouit, on reprend espoir de la nature humaine, mais quand on est confronté à des choses horribles, j'en parle un peu, là, cette petite fille, effectivement, qu'on a soignée, nous, à l'hôpital du camp. Son père, visiblement, préparait un explosif. Il a dû se tromper dans la formule, donc il a explosé chez lui, la petite fille était brûlée sur l'intégralité. Que ressentir par rapport à ce type qui vient amener sa fille se faire soigner à la base,
alors que c'est lui qui est responsable, qui voulait créer une arme pour nous tuer nous. Ça pose des questions, et des gens qui psychologiquement n'étaient pas préparés à ça, c'est compliqué. Donc cet environnement aussi, il y a effectivement la mort qu'on peut recevoir nous, mais il y a aussi effectivement cette confrontation à la nature humaine qui est parfois pas facile à appréhender, en tout cas à intégrer. Et comment respecter la dignité de chacun, dans ce cas précis, la dignité de la petite fille, et je ne sais pas si c'est la dignité, mais en tout cas la qualité de son père, qui est un homme et un père de famille malgré tout, et qu'on ne peut pas ne pas soigner sa fille, ça va être... Exactement. Alors on a soigné sa vie, évidemment, on l'a laissé repartir. D'un point de vue opérationnel, très concrètement, on a quand même suivi, et après on a mis un traitement particulier dans son environnement et dans son réseau. On a essayé de remonter son réseau, voir où est-ce qu'il a été formé, etc. Et ça nous a permis d'avancer aussi. Mais c'est vrai que des personnes un peu naïfs ont véritablement reçu ça. On sait que la guerre, c'est pas beau, mais quand on y est confronté, dans sa banalité finalement la plus absolue, parce que ce type en fait était payé par les talibans. Lui, finalement, il n'a demandé à personne, il essayait juste de vivre. En gros, s'il ne faisait pas ça, les talibans l'auraient tué. Donc, il essayait de faire vivre sa famille. Et c'est des problèmes éthiques et moraux qui sont assez compliqués. Si on n'est pas prêt à ça et qu'on n'a pas une épaisseur, une carapace, une vie intérieure, en tout cas, qui est capable d'assimiler ça, c'est compliqué. Et moi, j'ai beaucoup de soldats qui psychologiquement, ont vrillé, ont décompensé face à ces situations-là. Donc ça aussi, c'est... Voilà. Il y a la guerre, il y a les combats directs, où on entend les balles siffler, on entend la poussière, les déflagrations, etc. Ce qui est traumatisant, mais finalement, pas forcément autant que l'environnement dans lequel on est baigné en permanence. En Afghanistan, le nombre de trahisons, alors déjà entre eux, il y avait des systèmes de clans, des systèmes de trahison qui sont absolument incroyables. Alors vis-à-vis de nous, je ne vous laisse pas imaginer la façon dont on traitait nos sources de renseignements, et les jeux ambivalents qu'ils jouaient, et les précautions qu'on devait prendre pour exploiter chaque renseignement qu'on arrivait à collecter. Et comment connaître l'adversaire, anticiper sur ses stratégies, de façon à reconnaître ses actions à venir et protéger les siens et protéger soi-même. Je pense que pour le reporter, il peut y avoir un va-et-vient entre les différentes parties d'un conflit de ce type. Oui, alors d'abord, quand on est grand reporter ou écrivain grand reporter, peu importe la distinction, d'abord, il faut vérifier chaque information, il faut se méfier de tout le monde, par définition, sur l'information. C'est-à-dire même ceux qui vous accompagnent, c'est pourquoi il me dit ça, il faut tout vérifier. Double check, comme on dit aux États-Unis, donc doublement vérifié, mais c'est souvent triple check, donc il faut triplement vérifier. Et puis deuxièmement, quand vous êtes en Afghanistan, et alors c'est là aussi une réponse ambivalente, il y a quand même la parole donnée, il y a une sorte de code de l'honneur qui fait que quand on est ami avec un Afghan, on est ami pour la vie. Alors je fais une parenthèse, c'est pas le cas des talibans. Mais les talibans, le talibanisme, c'est une importation d'une idéologie islamiste qui vient du nord de New Delhi, d'une mosquée qui s'appelle, une grande mosquée qui s'appelle Deobandi. Et donc les Deobandistes, ce sont des islamistes qui n'ont rien à voir au départ avec l'Afghanistan. Il n'y avait pas de hijab auparavant, il n'y avait pas de burqa. C'était importé au fur et à mesure, et donc surtout par les madrasas radicales. Et les talibans sont apparus en 1994 en Afghanistan, parce que ce sont les services secrets pakistanais, la SI, redoutable, qui les ont créés de toutes pièces en Afghanistan. Et donc, oui, il faut être sur ses gardes aussi physiquement, parce que là, du coup, ça change tout le temps. Très souvent, on est seul, il faut être sa propre agence d'information, sa propre agence de voyage, sa propre agence de sécurité, etc. Donc, il faut être sur ses gardes. Et en même temps, sur l'Afghanistan, je parle par exemple de ce livre que j'ai écrit, qui s'appelle French Doctors, qui est un peu l'histoire de 25 ans d'histoire humanitaire de par le monde, et c'était beaucoup sur l'Afghanistan, mais c'est aussi le Liban, le Biafra, avec des gens connus, des gens moins connus, etc. J'ai passé 3 ans à écrire, et j'ai rencontré des centaines de médecins, d'infirmières, de logisticiens, d'ingénieurs, de chômeurs qui étaient partis donc pour Médecins sans frontières, Médecins du monde, etc. Et sur l'Afghanistan, la majorité, la quasi-majorité ont aimé ce pays, beaucoup aussi ont détesté, une minorité, et à juste titre, et pratiquement personne n'est indifférent. C'est un pays qui ne vous laisse pas indifférent.
on est pris par cette histoire, etc. Et moi, évidemment, je suis navré de voir, parce que j'étais encore avec le fils de Massoud, Ahmad Massoud, qui reprend le flambeau de son père. Donc son père a assassiné le 9 septembre 2001, 2 jours avant les attentats. Et c'est lié. Bon, il se trouve que j'étais avec ces hommes à ce moment-là, un peu par hasard. On l'a enterré 5 jours après. Donc les attentats de New York, c'est le mardi 11 septembre. On l'a enterré le samedi 16. Ahmad avait 11 ans à l'époque, il en a donc 33, 32, 33 maintenant. J'étais avec lui, je devais partir en Ukraine. Et il disait grosso modo, bon, le départ des Américains, qui est un départ unilatéral, donc décrété par Trump à la suite d'accords avec les talibans, en excluant le gouvernement élu d'Afghanistan, d'Ashraf Ghani. Donc on a négocié entre Américains et talibans pour, non pas des accords de paix, mais des accords de retrait. C'était désastreux. Alors après, on en pense ce qu'on veut, mais sur la rationalité de l'échiquier stratégique américain, avec une logique interne, vous avez 30 000 soldats américains au Japon, 35 000 soldats américains en Corée du Sud, et 2500 en Afghanistan. Et cette péréquation de maintenir le verrou, quand même, une certaine sécurité en Asie centrale, et pas qu'en Afghanistan, avec 2500 soldats, a été énorme. Donc on a voulu, pour les questions politiques et médiatiques, parce que c'est vrai que le retour, même si on ne les voit plus, mais il y a ce qu'on appelait à un moment dans la presse américaine le plastic bag, c'est-à-dire les sacs en plastique qui revenaient avec des corps, évidemment, de soldats américains. C'était désastreux pour les démocrates comme pour les républicains. Donc voilà, mais sur le jeu, sur l'échiquier donc stratégique, c'est quand même une erreur. Évidemment, les grands gagnants, ce sont non seulement les talibans, mais Daesh Khorasan, donc l'État islamique au Khorasan, c'est en Afghanistan, et puis bien sûr Al-Qaïda. Alors on a découvert dimanche dernier qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Al-Zawahiri, qui est égyptien, qui était sur un balcon du quartier de Sherpur, qui est un des quartiers les plus chics de Kaboul, et qui a été donc tué par un drone et un missile Hellfire tiré par les Américains. Et donc les talibans, bien sûr, savaient que Zawahiri, donc le remplaçant de Ben Laden, était à Kaboul, comme les Pakistanais savaient que Ben Laden était là. Donc voilà. Mais l'Afghanistan, c'est un pays qui prend aux tripes, et c'est un pays aussi de cette aventure humaine, et j'ose espérer que la résistance afghane, parce que j'étais avec eux il y a quelques semaines, qui est, reconnaissons-le, très très marginale, s'accompagne quand même d'une résistance politique, avec surtout des femmes afghanes qui créent des réseaux, et des femmes afghanes qui créent des cours d'éducation clandestine, ce qui est évidemment totalement banni par les talibans. Et voilà, c'est donc fait avec beaucoup de courage, et j'espère que ça sera l'espérance de ce pays. Et face à tous ces jouisseurs de la destruction, pour reprendre l'expression de Vincent Minguet, y a-t-il des ressources spirituelles ou intellectuelles pour rejeter la banalité du mal face à toutes ces exactions? L'une des leçons que je retiens de ce parcours, c'est que quand on regarde l'état du monde, il y a de quoi effectivement désespérer. À l'heure où on parle, la Chine est en train de conduire des manœuvres au large de Taïwan, la Russie poursuit son offensive en direction de la mer Noire, les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul, enfin on a de quoi désespérer effectivement. Mais l'une des choses que j'ai appris, c'est qu'en fait d'être confronté à la guerre, et Olivier vient de prononcer le mot à l'instant, on découvre ce que c'est que l'espérance. L'espérance, c'est pas de l'optimisme. C'est pas une disposition psychologique, intellectuelle, en se disant ça ira mieux demain. C'est à travers les difficultés, à travers les conflits, à travers les horreurs qu'on voit, qu'on rencontre, on arrive à trouver le chemin vers où sera la lumière. C'est ça l'espérance. Et finalement, on se rend compte que le pacifisme béat, on est de plus en plus convaincu, sert à rien. L'homme sera continuellement en guerre, ou en tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter, en tout cas pas aujourd'hui. On découvre que dans cette conflictualité, dans ces affrontements qu'il y a entre les hommes, je ne vais pas parler de Gaza, Israël, des frappes de cette nuit aussi, là c'est effectivement pas très encourageant sur l'avenir de la nature humaine, mais l'espérance c'est ça, c'est qu'au travers ces conflits, quand on est confronté, soit quand on est grand reporter, mais aussi quand on est soldat et militaire et qu'on est confronté à toutes ces situations-là, on arrive à voir qu'il y a encore des raisons d'espérer, parce que dans ces pires conflits, il y a toujours des actions extraordinaires, que ce soit les femmes à Kaboul, effectivement, qui
construisent des réseaux souterrains d'éducation. On arrive à voir en tout cas ce qui va sauver l'humanité. C'est au milieu du péril qu'on trouve ce qui peut sauver l'humanité, et c'est pour ça que c'est important de continuer à se battre. Et c'est pour ça qu'une des qualités d'un soldat, finalement, et j'aime bien dire, enfin souvent le rappeler, c'est pas forcément d'être courageux, c'est pas forcément d'être fort, c'est d'espérer. Une des qualités d'un soldat, et c'est sûrement cette qualité aussi, et on rejoint le salon aujourd'hui, c'est une des qualités du montagnard, l'espérance. L'espérance, c'est pas absolument vouloir faire un sommet et on aura gagné une fois qu'on sera au sommet. Ce qui est le plus beau, ce qui fait espérer, c'est qu'on chemine vers le sommet. On sait que le sommet est là, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on continue à avancer. Et c'est ça véritablement l'espérance, qui est une qualité du soldat, mais une qualité également, encore une fois, du montagnard. L'intention et l'espérance pour s'ouvrir vers une juste cause et vers ce qui est juste. Oui, oui, bien sûr, et je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Vincent, parce que, regardez, l'Europe a été créée pour empêcher les guerres, ou le renouvellement de la guerre, évidemment, 39-45, et puis c'était un petit peu endormi quand même, devenant une entité relativement floue, avec des frontières molles. Et puis là, tout d'un coup, il y a la guerre en Ukraine, et alors moi, c'est ce que j'appelle aussi le retour des néo-empires, des anciens empires qui redeviennent des empires. Il y en a 4 dans le monde, il y a la Turquie, l'ancien empire ottoman, la Russie, l'ancien empire tsariste, la Chine, l'ancien empire mandarinal, les mêmes communistes, qui est maintenant pseudo-communiste, et puis l'Iran, qu'on oublie très souvent, mais qui est redevenu expansionniste, et les 4 pays d'ailleurs sont expansionnistes, avec des aires d'influence et des aires stratégiques qui ont quelquefois d'ailleurs des points communs. Conférer ce qui se passe en Libye ou en Syrie avec les Turcs et les Russes. Et là, sur la guerre en Ukraine, eh ben, l'Europe se rend compte qu'il faut, sur l'armée, regardez ce qui se passe avec l'Allemagne, donc la Finlande qui demande l'adhésion et la Suède aussi à l'OTAN, etc. Et on n'a pas le choix parce que, quoi qu'on en pense, il y a une politique d'agression de la part du Kremlin sur un pays qui est l'Ukraine, qu'on peut critiquer pour plein de choses, pour la corruption, l'oligarchie, dans ce pays aussi. Mais voilà. Et donc, effectivement, comme disent les Polonais, comme disent les Roumains, si on n'arrête pas les Russes à Odessa ou à Nikolaïev, ou au-delà de Kherson ou à Kharkiv, eh ben, ils vont arriver en Pologne et en Roumanie. Donc voilà, donc il y a cette espérance-là aussi. Alors, c'est pas une espérance belliqueuse, pas du tout, c'est une espérance de protection. C'est une espérance aussi de mieux vivre et surtout de rapport de force, parce que je peux vous dire que ces néo-empires, comme je les appelle dans le livre, ne considèrent qu'un seul langage, c'est le rapport de force. Si en face d'un néo-empire comme la Russie ou la Chine, il y a une faiblesse, il y a forcément, évidemment, une agression supplémentaire qui peut être aussi opaque. Alors, regardez ce qui se passe avec Rainer, la basketteuse américaine, qui est arrêtée, condamnée hier à 9 ans. Elle va sûrement être échangée. Alors, échangée contre qui ? Sûrement contre Victor Bout. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Nicolas Cage, Lord of War, ça vous dit quelque chose ? Eh bien, c'est l'histoire de Victor Bout aussi, qui est donc marchand d'armes et marchand de drogue. Il est emprisonné aux États-Unis pour 25 ans, il sera sûrement libéré. Qu'est-ce que fait la Russie ? Ben, la Russie renouvelle ce que fait l'Iran. On fait une politique préemptive d'otages. On va chercher quelques otages. Alors, quand j'étais ambassadeur, j'étais occupé aussi de 3 otages directement, qui n'étaient pas français, américains, 3 trekkers américains, donc 2 hommes et une femme. Je me rappelle du prénom de la jeune femme qui avait 28 ans, Sarah Sourde, qui a été libérée un peu plus tôt que les autres parce qu'elle était atteinte de leucémie. C'était sous Obama. Les Iraniens les ont attrapés, non pas en Iran, mais en Irak, à 500 mètres de la frontière, au Kurdistan montagne, avec un commando de Pasdaran. Le commando les a ramenés donc, à la frontière iranienne en disant écoutez, vous êtes là, vous avez passé la frontière, 2 mètres, vous êtes arrêtés, vous êtes rentrés clandestinement, illégalement. Voilà. Et après, on a négocié, y compris sur le nucléaire. Et cette politique-là est dangereuse. Donc, effectivement, il faut que l'Europe ait conscience de cela. Et ce n'est pas, comment dirais-je, une politique guerrière, c'est une politique proactive, justement, pour contrer les ambitions de nouveaux empires. Et c'est pourquoi les reporters et les militaires se rejoignent pour justement refuser tout abandon et s'obstiner pour combattre avec les moyens dont vous disposez les uns et les autres pour combattre pour la liberté et la liberté de ces différents peuples. Est-ce que vous pensiez que Massoud aurait pu changer le destin de ce pays du fait de son charisme et de justement son aptitude à organiser une cohésion autour de lui ?
Oui, tout à fait. Alors j'ai passé des années dans les montagnes, enfin, pendant plusieurs années à revenir voir Massoud et ses résistants, et Al-Qaïda voulait assassiner Massoud quand il est mort, donc le dimanche 9 septembre, non pas dans le Panjshir, à Rojabaudin, qui est à la frontière du Tadjikistan. C'était, je les ai calculés, au moins la 42e tentative d'assassinat. Massoud changeait de lit 5 fois par semaine. Et la probabilité que ces tueurs le rencontrent ce jour-là, donc à une semaine de route, ils prenaient l'hélico, mais les tueurs qui l'ont recherché, donc belges d'origine marocaine, ont pris des voitures donc pour le suivre, etc. Puis Massoud en a eu assez de voir traîner, a fait l'interview, et c'est là qu'il a été tué avec une caméra d'ailleurs volée à Grenoble, bizarrement, France 3 Grenoble, on s'est retrouvé là-bas, enfin, ça n'a pas dit TF1, peu importe. Et caméra piégée. Mais bien sûr qu'il fallait pour Al-Qaïda éliminer donc Massoud, qui était celui qui incarnait l'esprit de résistance contre les talibans, contre Al-Qaïda, donc Daesh avant l'heure aussi, et puis qui incarnait aussi, alors moi j'avais parlé des heures avec lui, mais aussi avec son fils, qui est un type brillant, hein, qui a fait l'académie militaire de Sanders, celle de Churchill, et aussi du chanteur de rock James Hunt à Londres, et puis le King's College pendant 5 ans en relations internationales, toujours à Londres. Le type est brillant, et le père comme le fils vous parle de soi. Alors moi j'appelle ça l'islam des Lumières. Massoud père, Ahmad Shah, donc parlait de l'islam, du soufisme, ces grands poètes persans. Il y a Rumi, celui qui avait fondé le mouvement des derviches tourneurs, il y avait Hafez, il y avait Ansari, etc. Et le fils, Ahmad, parle de l'islam rationnel, mais c'est un islam anti-islamiste. Ce sont des gens, moi j'ai plein d'amis musulmans dans le monde qui disent il faut contrer l'islamisme qui n'est pas digne de l'islam. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que moi j'avais fait un roman sur le père qui s'appelait La confession de Massoud, c'était une lettre, il racontait un peu ses aventures dans les maquis à son fils Ahmad d'ailleurs, qui était sorti il y a 7-8 ans. Et Massoud d'ailleurs parlait à ces hommes, à ces combattants, comme un poète. Il récitait de la poésie, alors il aimait jouer au foot aussi avec eux, il jouait aux échecs, etc. Et cet islam-là, c'est un islam de tolérance, un islam qui a même accepté des juifs qui sont passés dans la vallée, etc., qui ont tout le temps accepté les humanitaires. Pour finir, je cite une anecdote. La guerre contre les soviétiques, c'est 79-89. Ils sont arrivés entre Noël et Nouvel An en décembre 79, les soviétiques, coup d'État, ils arrivent et il se trouve qu'il y avait quelqu'un qui résistait dans la vallée du Panjshir, qui a tenu pendant des années, c'était Massoud. Et aucun journaliste, moi j'étais encore étudiant à l'époque, n'arrive donc en Afghanistan pendant un an et demi, voire un peu plus. Et les 2 premiers à témoigner qui arrivent en Afghanistan, ce sont 2 premières, ce sont des femmes, pas journalistes, envoyées spéciales, ce sont des humanitaires, 2 médecins, une n'était pas encore diplômée de gastroentérologie à Dijon. Elles arrivent pour une association que je connais bien qui s'appelle AMI, Aide Médicale Internationale. Puis elles s'aventurent comme ça, par du Pakistan, Peshawar, avec des moudjahidines de Massoud qu'elles ne connaissaient pas encore, des chevaux bourrés de médicaments. Elles passent des cols de 4000, 4500, survolés par la chasse soviétique, etc. Et au bout de 3 semaines, elles arrivent dans cette vallée perdue qui s'appelle le Panjshir. Et c'est un de mes futurs amis qui les accueille, qui a 18 ans, qu'on appelle Merab à l'époque, qui parlait français, qui les accueille, qui les amène à Massoud. Et Massoud a tout le temps encouragé ces 2 médecins à rester dans le Panjshir. Et donc elles ont créé un dispensaire, donc un hôpital de campagne, qui était bombardé, tenez-vous bien, 40 fois. Et à chaque fois, donc, Massoud faisait en sorte que ça déménage. Alors Massoud était assez malin parce qu'il avait ses espions à Kaboul qui disaient à Versailles, c'était son surnom, Seigneur chef, faites attention, les Russes, les Soviétiques et les agents du RAB, donc les services secrets afghans pro-communistes, vont lancer une opération demain ou après-demain sur le Panjshir. Il est tout courant, puis il déménageait les villages importants et l'hôpital de campagne. Donc voilà, c'était ça aussi la tolérance du père, et le fils aussi incarne cette tolérance de l'islam qu'on appelle des Lumières ou rationnelles. Et là aussi, c'est une forme d'espérance, parce qu'on peut imaginer, on peut espérer donc que l'avenir leur sera propice, du fait de leur charisme et du fait de leur engagement et de leur désir de liberté. Et ce qui est frappant dans vos témoignages à l'un et à l'autre, c'est que dans ces moments dramatiques de la guerre, il y a aussi des moments d'émotion qui sont des moments de vie. Alors, en Afghanistan, tu viens de le dire, mais aussi il y a de très belles pages de
Vincent Maillet sur son passage au Liban, devant cette mer envoûtante qui lui fait penser à tout ce qu'il a pu engranger comme souvenir, que ce soit en Afrique sur les terres de misère de ces pays perdus, ou que ce soit là au Liban avec le souvenir de ses camarades disparus dans les attentats. Alors, c'est vrai que c'est l'une des choses, on ne s'en rend pas forcément compte au début, mais c'est une des choses les plus extraordinaires qu'on a dans ces métiers-là. C'est qu'au pire moment de la guerre ou des conflits, c'est souvent dans ces moments-là qu'on rencontre les plus belles choses. Toutes les émotions, c'est des histoires de contraste, en fait, avec deux pôles. Et demander à n'importe quel soldat qui a monté la garde sur des montagnes en Afghanistan, à la belle étoile, en pleine nuit, alors qu'on était dans une situation de crise, de guerre, qu'on allait peut-être recevoir des roquettes, je pense que c'est l'un des plus beaux souvenirs qu'il puisse avoir, d'avoir gardé, d'avoir veillé, d'être en sentinelle au milieu de l'Afghanistan, sur les lignes de couche, face aux étoiles. On en parlait un peu tout à l'heure, juste avant. En Afghanistan, c'est extraordinaire. Vous levez les yeux vers des montagnes, vous avez les lignes de couche, donc la fin de l'Himalaya, c'est des paysages absolument extraordinaires. C'est des souvenirs fabuleux, et même au cœur de la guerre, cette beauté ressort encore plus fort. En Afghanistan, moi j'ai lu tout le théâtre de Racine. Là encore, le contraste est saisissant. Lire des vers de Racine, des alexandrins de Racine au milieu de la terre afghane, c'est complètement paradoxal. Et ben, ça crée quelque chose d'extraordinaire. Il y a des contrastes qui se font beaucoup plus forts. Certes, on est au milieu des horreurs de la guerre, mais ça fait ressortir beaucoup plus toutes les beautés qu'on peut rencontrer, que ce soit en montagne. Et l'Afghanistan est un pays de montagne absolument fabuleux. Et même les Afghans aussi sont des gens extrêmement attachants et fabuleux. Ce sont des poètes incroyables. Ils ont une culture de la beauté qui est difficile à voir au premier abord, mais c'est des souvenirs incroyables. Donc même au pire moment de la guerre, au pire moment des conflits, on arrive à trouver véritablement la beauté de l'humanité. Moi je pense souvent, il y a un poète américain qui est extraordinaire là-dessus, qui est Alan Seeger, qui est un poète qui est mort pendant la Première Guerre mondiale, qui était légionnaire, qui a été engagé à je crois qu'il est mort un 4 juillet en plus, le jour de la fête américaine. Il a des poèmes absolument incroyables quand il est sur l'Aisne, où il décrit toute l'heure de la guerre. Alors, Première Guerre mondiale, on se souvient dans quel état se passaient les affrontements. Il arrive à décrire des paysages absolument incroyables. Il y a un poème qui s'appelle « Rendez-vous avec la mort », qui était l'un des poèmes préférés de Kennedy. Voilà, « Rendez-vous avec la mort ». C'est le titre du poème, et il parle de la beauté du printemps, il parle des fleurs, il parle des... Et c'est ça qu'on ressent assez fortement dans ces aventures. Et c'est finalement, quand les gens viennent s'engager chez nous, ils n'ont pas forcément perçu ça au début, mais en tout cas c'est ce qu'ils retiendront. Et si longtemps après, même ayant quitté l'armée, les chasseurs alpins, etc., on a tant de souvenirs, je suis sûr que c'est lié à ça, c'est ce contraste entre ce qu'on a vécu dans des situations difficiles et les beautés qu'on a réussi à percevoir. Mais on a quand même l'impression d'un immense gâchis quand on voit justement ces pays avec des paysages fabuleux, des personnes extrêmement attachantes, vous l'écrivez l'un et l'autre, et puis ce chaos et cette horreur permanente, c'est quand même un constat qui n'est pas forcément à l'honneur de l'humanité. Oui, absolument, et en même temps, pour l'Afghanistan en tout cas, je répète, c'est de l'islamisme importé, et puis de manière plus générale, même s'il y a bien sûr beaucoup de conflits, des conflits sanglants, encore une fois, dans le monde, la Syrie qui continue, y compris avec les Kurdes, la poche qu'on appelle Rojava, donc au nord-est de ce croissant qui est la Syrie, donc ça serait le nord-est de la Syrie, menacé par le président turc Erdogan, qui peut à nouveau lancer une offensive, comme il a fait en 2019, et le Yémen, tout ce qu'on a dit aussi l'Afghanistan. Mais alors là, c'est plus l'ancien diplomate qui parle, parce que j'ai été ambassadeur de France itinérant, et aux Nations Unies, j'ai négocié des dizaines de résolutions, et en droit international, parce que c'est un peu ma spécialité. Et c'est vrai quand même, hormis ces grands conflits sanglants, il y a quand même une amélioration du droit international, ce qu'on appelle le DIH, droit international humanitaire, c'est les conventions de Genève, 1949, les 4 protocoles additionnels. Il y a un respect par de plus en plus d'États, il y a des conventions, des mécanismes d'examen, etc., etc. Même si on voit bien le montant puissant de dictature,
qui étaient plus ou moins molles, qui deviennent dures, comme celle de la Chine et celle de la Russie. Et je pèse mes mots, qui contrecarrent tout ce qui est donc résolution à l'ONU, de type droits de l'homme ou société civile, etc. Mais il n'empêche, il y a quand même une amélioration de ce droit international. Après, comme il n'est pas coercitif, il n'est pas toujours facile de l'expliquer. Et puis, pour revenir à la question de Michel, je dirais pas que c'est désespérant, parce que j'ai parlé de cette proportion de victimes civiles, mais en valeur absolue, il y a moins de morts que dans les siècles précédents, en proportion de la population totale mondiale. Alors évidemment, il y a toujours des risques. Il y a l'Ukraine, il peut y avoir un dérapage. Moi, je trouve que c'est le début du livre qui sort dans quelques semaines sur l'Ukraine. Et j'étais sur le fleuve Dniepr à Nikopol, du côté ukrainien, avec le préfet militaire qui ne connaît rien à l'armée, qui est un chirurgien, un de tes confrères, Michel, et qu'on a nommé le 24 février, le jour de la veille de l'invasion, pour être préfet militaire. Et il me dit, regarde en face ce qui se passe, c'est donc en face du Dniepr, qui est assez large, qui fait 3 km, il y a la centrale nucléaire de Zaporia, dont on parle beaucoup depuis mardi dernier. Pourquoi? Parce que les Russes sont installés dans cette centrale qui s'occupe sur la rive gauche du Dniepr, donc les Russes sont là et occupent la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, qui est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ils ont installé des missiles à l'intérieur. Évidemment, les Ukrainiens ne peuvent pas répliquer. Et là, il y a toute une polémique actuellement. La BBC en a parlé il y a 2 jours, parce qu'évidemment, les Russes continuent de tirer et on peut avoir un Tchernobyl puissance 2 ou puissance 3. Donc voilà. Mais voilà, moi je pense que les Ukrainiens vont résister. Les Ukrainiens, d'ailleurs, très intelligemment, utilisent aussi le médiatique avec Zelensky pour justement essayer d'avoir un peu plus d'armes et se défendre. Et je trouve que là aussi, il y a une source d'espérance incroyable, c'est qu'on résiste à une agression qui était une agression destinée à éliminer un pays entier. Donc voilà, il faut toujours garder espoir. À propos de l'Ukraine, là, le 27e BCA a été en mission en Roumanie. Est-ce que c'était une mission d'observation? Est-ce que vous aviez l'impression d'être un peu comme la compagnie décrite dans le désert des Tartares, de Buzzati? Alors, non, on a été déployé le 28 février, donc 4 jours après l'agression russe en Ukraine. Alors, il faut se souvenir, fin février, les Russes avançaient. Ils étaient à Kiev déjà et on ne savait pas jusqu'où ils allaient. Olivier en parlait tout à l'heure, et il faut écouter les Polonais ou les Roumains. Eux sont persuadés que si on n'arrête pas les Russes, ils iront effectivement jusqu'à la frontière roumaine, voire moldave, puisqu'il y a une partie de la Moldavie, il y a encore des russophones en Moldavie. Et donc on ne savait pas du tout où ils allaient. Donc on a été déployés en moins de 5 jours, 800, alors on était 500 Français, 300 Belges, donc le bataillon Aigle que je commandais. Et c'est vrai que les 15 premiers jours, 3 premières semaines, on a été véritablement concernés par ce qui se passait. On regardait l'avancée de l'armée russe et on se préparait à s'interposer. Alors pas nous tout seuls, hein, avec les armées roumaines qui défendent leur pays, mais on était en force de ce qu'on appelle force de réaction rapide pour renforcer une éventuelle percée dans la frontière, porter éventuellement assistance aux populations en cas de frappe ou en cas d'agression. Donc les 15 premiers jours, 3 premières semaines étaient vraiment denses et très impressionnantes. Et puis après, vous avez suivi comme tout le monde cette réarticulation des forces armées de Fédération de Russie à l'est, dans les oblasts du Donbass, Lugansk et Donetsk. Et ils ont repris une progression qui n'a pas la même vitesse, mais qui grignote petit à petit. Et donc, pendant cette deuxième partie de mission, après cette première phase où on était vraiment très vigilant vis-à-vis des avancées de l'armée russe, eh bien, on s'est coordonné, renforcé le dispositif, et il se renforce encore actuellement en Roumanie, pour prévenir toute action russe. C'est une mission de dissuasion. On renforce la posture dissuasive et donc on envoie un message. Et la dissuasion, il faut communiquer, il faut dire qu'on est prêt et surtout le montrer. Donc actuellement, il y a véritablement un renforcement de toutes les armées de l'OTAN et européennes essentiellement sur le front Est. Et donc là-bas, on n'est pas inoccupé. On doit s'intégrer avec les autres armées, apprendre à travailler ensemble. Et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué de travailler en coalition. Et encore une fois, il faut bien être persuadé, je ne veux pas être alarmiste ici, mais les Russes veulent aller effectivement jusqu'à la Transnistrie, donc jusqu'à la Moldavie, récupérer Odessa, qui depuis des siècles est la grande ville du Sud qui commande toute la mer Noire,
c'est par là que sortent toutes les céréales de l'Europe. Et les Russes iront jusqu'à Odessa, ils essaieront d'aller jusqu'à Odessa. Ils sont à Kherson aujourd'hui, Mykolaïev peut-être dans quelques mois. Odessa, ce sera la prochaine étape. La résistance va être dure. Et là encore, je ne suis pas pessimiste. La résistance est capable de contenir l'avancée russe. Il faut quand même aider la résistance. Et on est ici dans un département de résistance où le mot résistance, pas très loin du plateau des Glières, et encore ici, il y avait des maquis aussi, a du sens. Une résistance, ça doit se supporter, ça doit s'entraîner, et il faut continuer à travailler là-dessus. Mais il faut bien être sûr que les Russes, si on les laisse faire, iront jusqu'aux frontières européennes, et la déstabilisation sécuritaire risque de se répartir dans toute l'Europe. Il y avait jusqu'ici une multiplication des foyers d'instabilité de par le monde qui faisait suite à ces guerres d'affrontement. Et là, non seulement il y a toujours ces zones d'embuscade et ces foyers d'instabilité, mais il y a donc un risque de conflit frontal plutôt. Il y a un risque de conflit frontal qu'on n'a pas connu depuis la Première Guerre mondiale, très clairement. On a eu des épisodes, ce qui s'est passé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ces derniers mois, ce qui s'est passé entre l'Érythrée et le Tigre, et l'Éthiopie, pardon, ces derniers mois aussi, des conflits d'État contre État. Là, il s'agit de la Russie, c'est un État doté avec l'armement nucléaire. Et là où l'escalade de la violence pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, pouvait atteindre, alors c'était cataclysmique, mais aujourd'hui on a véritablement les moyens de détruire toute la planète. Si ce mécanisme de la violence mimétique monte à ses extrêmes, il n'y aura plus personne, très clairement. Il y a suffisamment d'armement nucléaire pour détruire tout le monde. Alors c'est un peu alarmiste que je dis ça un samedi après-midi, comme ça, au pied du Mont Blanc. Mais il faut faire attention à ça, que cet affrontement entre États ne monte pas aux extrêmes. Et pour éviter ça, c'est assez compliqué, parce que c'est un mécanisme qui finalement s'auto-entretient. Comme son nom l'indique, c'est un mécanisme. La violence, c'est un mécanisme, et c'est ça qui est très dangereux. On le voit à toute petite échelle, dans les conflits en Afghanistan qu'on vous a montré tout à l'heure. À partir du moment où on dénie à l'ennemi toute humanité et que le sentiment d'hostilité devient prégnant, devient fort, on estime qu'il faut anéantir complètement l'ennemi, c'est là qu'on monte aux extrêmes. Donc, il y aura un conflit, les Ukrainiens se battent, les Russes se battent, on ne pourra pas faire autrement, il faut faire attention que ce conflit ne monte pas aux extrêmes en refusant à l'un ou l'autre des partis toute humanité. Et il faut toujours voir, et c'est ce que j'écris un peu dans ce livre à ce moment-là, la guerre devient mortelle et on n'en sortira pas si à un moment on ne reconnaît pas dans l'ennemi un autre soi-même. Et c'est ce qui est compliqué. Je le dis très clairement et sans faire de politique, je trouve que la position française du président actuel qui continue à garder des canaux de discussion avec la Russie est intéressante. La position américaine fait beaucoup plus peur en déniant à la Russie alors j'ai pas de porte de sortie, c'est inadmissible ce qu'ont fait les Russes, mais en tout cas de refuser le dialogue. Le jour où on refuse le dialogue avec son ennemi, où on ne voit pas dans son ennemi un autre soi-même, c'est là qu'on montera aux extrêmes et que là, il n'y aura véritablement plus aucune issue à ce type de conflit. Cela renvoie à la notion de dignité et d'humiliation, et à partir du moment où on nie la dignité d'un individu, forcément on peut le pousser à des exactions terribles. Oui, je dirais qu'on rentre dans une phase nouvelle du monde, grosso modo de 1945 jusqu'en 89-91, avec la chute du mur, on est dans un monde bipolaire, affrontement Est-Ouest, même les guerres du Nicaragua, les guerres d'Angola, du Mozambique, d'Érythrée, que Vincent a cité, étaient des guerres Est-Ouest. Il y avait la Chine ou l'URSS, les États-Unis ou les forces de l'OTAN de l'autre côté. Et puis après, on est entré dans une phase de turbulence où les guerres étaient de manière dominante ethnique ou religieuse, avec bien sûr quelquefois les intérêts de grands États derrière. Et puis là, aujourd'hui, c'est un peu un coup de musée. C'est à nouveau un monde bipolaire, en tout cas d'affrontement entre des blocs, moi que j'appelle les néo-empires. Regardez ce que fait la Chine avec son programme des nouvelles routes de la soie.
l'instrumentalisation de guérilla en Afrique. Je vous cite un seul exemple, en RDC, en République du Congo, il y a un mouvement de guérilla qui s'appelle la M14, de Laurent Nkunda. Et le M14 n'a aucune justification à faire la guérilla. Ce qu'il y a derrière, ce sont des intérêts chinois pour s'approprier, entre autres, deux métaux rares que vous avez, je pense, dans vos poches, dans nos portables, c'est la cassitérite et le coltan. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans un affrontement entre ces néo-empires et le reste du monde. Et c'est pas forcément les pays occidentaux, c'est aussi, comme on dit dans le jargon de l'ONU, like-minded, c'est-à-dire les pays qui ont le même système de pensée, pays d'Afrique, certains pays d'Asie, d'Amérique latine, des pays qui sont pour la démocratie, quoi. Et c'est intéressant parce qu'il y a une entente aussi entre ces néo-empires. Regardez, en octobre 2017, il y a eu un Sukhoi russe qui était en Syrie, qui a survolé, qui a pénétré, une espèce d'échancrure turque dans le massif syrien au nord, qui a pénétré dans l'espace aérien turc. L'avion était abattu, casus belli. Et vous savez quel était le temps de vol du Sukhoi russe dans l'espace aérien turc? 17 secondes. C'est-à-dire que les batteries étaient prêtes, l'ordre était donné, on attendait qu'un avion russe arrive. Évidemment, on s'est dit, voilà, Poutine ne va pas être content, etc. Déclaration de guerre, en tout cas une guerre larvée, des signaux très très forts, on démolit une base militaire turque en Syrie ou en Irak, etc. En fait, ils se sont entendus. Et ils se sont entendus sur la Syrie, ils se sont entendus sur la Libye, etc. Poutine, enfin, l'armée russe a par exemple 5000 hommes en Syrie. Le gain stratégique et politique de la Russie avec simplement 5000 hommes est énorme. Ce sont l'accès, par exemple, en particulier donc, de tout ce qui est port de l'Atakié et de Tartous pour les bateaux russes, et c'est aussi évidemment le maintien au pouvoir de Bachar al-Assad, etc. etc. Et donc voilà, donc cette politique des néo-empires est très dangereuse, et effectivement, il faut qu'on garde... Comment dirait, comme disait Vincent, c'est un canal de communication. Alors c'est la France en l'occurrence, et le président Macron a été critiqué pour ça, mais il faut qu'il y ait un canal de communication. Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment exacerbé avec les dictatures, c'est la politique effectivement de l'humiliation, ou de ce qu'on appelle en Asie le fait de garder la face. On ne peut pas perdre la face, il faut garder la face. Et donc il y a toujours un canal diplomatique, ou un téléphone rouge qui est important, et je crois que là effectivement c'est vital que d'avoir toujours une fenêtre de dialogue, de discussion avec même les pires des dictatures. Comme dans n'importe quelle société. Avant de proposer à la salle de poser des questions, je voudrais juste peut-être une question peut-être plus intime, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Comment peut s'articuler une vie d'action aux quatre coins de la planète et puis une vie de famille? Ça va être quand même compliqué parce que, je veux dire, nous, je veux dire, une soirée de garde, c'est déjà difficile. Alors là, 6 mois sur le terrain, je ne sais pas comment ça peut s'organiser. Je ne sais pas non plus. Non, ça se prépare aussi, encore une fois. Et puis, il ne faut pas séparer d'un côté le travail, la famille, c'est un tout. Chacun doit trouver sa place. Et puis, ma femme aussi est médecin, donc c'est vrai que voilà, il y a des périodes où on se voit un peu moins, puis on se retrouve. Et encore une fois, on y arrive. On n'arrivera pas à avoir une société, et on parle beaucoup de résilience, voilà, si on ne sacrifie pas quelque chose. Il y a cette célèbre phrase d'Élie de Saint-Marc, un commandant qui a été en Indochine, et puis dans la guerre d'Algérie, alors qu'il y a eu malheureusement qui faisait partie des putschistes, mais qui a une histoire que je vous conseille de lire, qui est absolument extraordinaire, qui avait cette phrase « Rien n'est obtenu si rien n'est sacrifié ». Je crois que c'est assez vrai, qu'il faut faire aussi quelques sacrifices si on veut pouvoir avancer. Sur le stand de la librairie Landru, vous verrez un jeune dessinateur, Pierre-Emmanuel Dequest, qui dédicace avec de superbes dessins une bande dessinée sur Tom Morel et une bande dessinée sur Élie de Saint-Marc, notamment, avec en plus Cro-Blanc et les œuvres complètes de Jack London en bande dessinée. Oui, non, sur la vie familiale, on parlait de la peur tout à l'heure, rétroactive, elle est aussi anticipative. Moi, sur le terrain, j'essaye... non pas de me blinder, parce que c'est pas le bon terme, mais justement d'essayer d'avancer, et tout en ayant accès à l'émotion des autres, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas les zones de guerre, c'est les gens qui vivent au-delà des lignes de front. Et comment le système perdure, comment les familles perdurent, comment il y a toujours cet espoir, cette espérance dont on parlait tout à l'heure. Et puis, la peur, elle est aussi pour moi anticipative, c'est-à-dire quand je pars, un peu moins maintenant, j'écris plutôt des romans,
mais je pars encore beaucoup sur le terrain pour ces mêmes romans et ces récits, Afghanistan, Ukraine, etc. Bah, voilà, j'ai peur avant. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère, comme disait Molière, mais pourquoi, etc. Alors, j'ai des enfants, etc. Et bon, ils sont grands maintenant, mais c'est vrai que pendant des années, je me disais, mais comment je vais me faire pour. Quand est-ce que je vais leur dire au revoir? Je pars pour Kaboul, pour Bagdad, ou Gaza, ou ailleurs. Et je pars par exemple samedi. Est-ce que je leur dis au revoir la veille, le jour même, l'avant-veille, sachant que j'ai un risque de parvenir? Et ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment. Voilà, il y a une sorte de. Oui, c'est une spirale. On maîtrise la peur, mais on se dit pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Alors encore une fois, il faut savoir limiter les risques, mais en même temps, voilà, quand on revient en famille. Comme disait un écrivain voyageur voisin d'ici, enfin qui est mort il y a quelques années, Nicolas Bouvier, il disait être écrivain voyageur, c'est voyager 6 mois par an et après s'enfermer 6 mois par an dans une petite chambre pour écrire. Bon, moi, c'est ce que je fais, donc je fais cet aller-retour et c'est presque monacal d'ailleurs, hein, c'est un enfermement 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour pour écrire, pour essayer de restituer les faits ou des intrigues romanesques ou des personnages. Quelquefois dans le roman on s'inspire de 2-3 personnages qu'on a vus pour en faire un seul, et ce n'est pas mentir, au contraire c'est recomposer la réalité, parce que ce qui est important c'est l'éthique, c'est l'esprit, c'est la conviction de ces personnages. Donc voilà, mais bon, enfin, grand reporter c'est pas toujours facile, hein. C'est vrai qu'on a eu des vies personnelles fracassées, mais voilà, on a essayé de se reconstruire. En tout cas c'est une vie de courage et d'abnégation et d'engagement. Vous auriez des questions à poser à nos invités? Oui? Bonjour, Mathilde. D'abord, merci, c'était passionnant. J'étais juste un petit peu frustrée, c'est au niveau de votre explication de la spiritualité. Alors, si j'ai bien retenu, c'est l'espérance et la beauté que vous pouvez voir quand même. Et quand vous êtes confronté à la mort, où est votre spiritualité? Comment vous appréhendez La transcendance, la vie humaine, pour la transcender, il y a la religion ou la beauté et l'amour. Voilà. La beauté, j'en ai parlé. On ressent ça effectivement au milieu des guerres, voilà, sur les relations humaines ou les relations avec la nature qu'on peut avoir. L'amour, c'est l'amour pour quelqu'un qu'on aime. Et puis après, c'est sûr qu'il y a la religion. C'est intéressant de voir le rapport à la mort, puisque c'est ça dont vous parlez, en fonction des croyants et des non-croyants. On a l'occasion, pendant les opérations extérieures, de passer du temps avec ces gars, notamment le soir autour d'une bière. Et c'est étonnant de les interroger là-dessus. Et très honnêtement, les gens se confient assez bien. Il y en a effectivement qui sont croyants, d'autres beaucoup moins. Et j'ai du mal à faire de différence dans l'action entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. On ne peut pas dire que les croyants ont beaucoup moins peur de la mort que ceux qui ne croient pas en Dieu. Voilà, c'est juste le témoignage que je peux vous dire. Après, je ne sais pas s'il y a des raisons à cela. Ça nécessiterait, à mon avis, d'écrire un livre complet là-dessus. Voilà, sur est-ce que croire fait accepter plus la mort? Peut-être, mais pas forcément. J'ai des contre-exemples en tête. Chacun trouve le sens de son expérience. Oui, absolument. La spiritualité peut être aussi laïque, dans la méditation, la contemplation, l'espérance aussi. Il y a la spiritualité religieuse, donc la croyance. Il y a aussi la psychanalyse, il y a effectivement l'amour, il y a la littérature, c'est Michel Serres, Grand amoureux de la montagne, qui disait qu'un roman vaut jusqu'à 100 thèses d'État. Alors c'était un peu exagéré, mais pas tout à fait en même temps. Et voilà, dans le roman, il y a aussi un ressourcement, il y a l'imagination, il y a la reconstruction, la construction tout court. Et oui, effectivement, donc l'expérience y fait beaucoup. Et je crois beaucoup à ça, le recueil sur soi, la spiritualité. Oui, c'est à mon avis, l'avenir du monde. Et surtout, c'est important pour les jeunes, on leur remet les clés, un monde qui n'est pas toujours évident. Vous savez, c'est ce que disait ma prof d'ethnologie, Françoise Héritier, qui est morte il y a quelques années. Françoise Héritier disait l'homme est la seule espèce animale qui est capable de tuer sa femelle. Et en fait, c'était une phrase de Jack London, je crois que Françoise l'ignorait, mais c'était
Jacques London qui disait ça. Et moi, je rajoute quelque chose, c'est l'homme est aussi la seule espèce animale qui est capable de détruire son nid, c'est-à-dire son environnement. Et notre environnement, d'ailleurs, est-ce que c'est pas aussi anthropocentré, donc centré sur l'homme? Pourquoi est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que la nature doit être soumise, donc cet environnement soumis aux désirs, aux caprices de l'homme, y compris aux désirs d'industrialisation? Est-ce qu'on n'est pas plutôt membre d'un tout? Et c'est intéressant d'écouter aussi les tribus dites traditionnelles. D'ailleurs, c'est une nouvelle tendance de l'ethnologie en France, incarnée par le fils spirituel de Lévi-Strauss, s'appelle Philippe Descola, donc publié aussi dans la collection Terre humaine, qui dit, ben voilà, quand on est ethnologue, il faut pouvoir croire aussi, être chaman, il faut croire aux esprits, se dire qu'on peut être incarné dans une pierre, ou une rivière, ou un arbre, etc. Donc voilà, c'est aussi de l'humilité. Et voilà. Moi, je dirais que le seul bémol dans l'espérance, c'est ça. Évidemment, c'est pour les jeunes l'avenir de cet environnement, de la planète. Quant au reste, l'humanité s'est toujours remis de ces guerres et a plutôt progressé, parce qu'on a inventé du droit international, des protections, des entités comme l'OTAN, des entités comme l'Union européenne. Donc c'est vrai que par rapport aux guerres du Moyen-Âge ou d'avant, ça va quand même mieux. Françoise Héritier met pas seulement du sel dans la vie, elle met aussi du poivre de temps en temps, semble-t-il. Franck Jean-Rousseau. Oui, moi, je voulais vous poser une question à M. Weber. Vous avez opposé l'islam des Lumières à l'islam des extrémistes, islamistes. Mais je me permets de vous rappeler l'analyse que fait de l'islam René Girard, quand il affirme que l'islam n'a jamais rompu avec la violence. Alors, votre réponse à cette question? Merci, je suis tout à fait d'accord, mais je suis d'accord avec vous. Vous savez, dans l'histoire, c'est aussi le but du livre La Confession de Massoud. Dans l'histoire des monothéismes, il y a 3 religions du livre, hein, judaïsme, christianisme et l'islam. Les 2 premières ont fait leur exégèse. Exégésis, comme on dit en grec, c'est-à-dire qu'on a remis en question, quand on lit la Torah, quand on lit l'Ancien Testament, pas le Nouveau, mais l'Ancien Testament, c'est brutal, y compris pour la femme. Vous lisez, vous verrez, c'est vraiment la violence également. L'islam ne l'a pas fait, et on attend celui qui le fera. Il n'y a pas grand monde qui puisse le faire. Je pense que le père d'Ahmad, donc Ahmad Shah Massoud, pouvait incarner cela. Le roi Mohamed VI aussi, qui est descendant par la branche chérifienne du prophète Mohammed, pouvait le faire. L'Aga Khan, qui est le chef ismaélien, peut le faire à la tête des décennies ismaéliens de par le monde. Mais personne ne veut incarner cette voie, dire voilà, il y en a assez, il faut rompre avec la violence, effectivement. Alors, je suis entièrement d'accord. Cela dit, ça ne veut pas dire que tous les musulmans, justement, soient violents. Au contraire. Quand je vois les Kurdes, que ce soit en Syrie, dans le Rojava ou en Irak, voilà, la femme travaille, la femme ne porte pas de voile, etc. Les amis afghans et afghanes, ceux qui résistent, ont toujours rejeté l'islamisme, donc en l'occurrence venant de l'extérieur et instrumentalisé par les puissances régionales, dont l'Iran et dont le Pakistan. Et oui, on attend effectivement la voie éclairée qui portera donc l'exégèse de l'islam. Ouais, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est un psychanalyste et historien, anthropologue algérien, qui est mort il y a quelques années d'un cancer, qui était Malek Chebel, qui avait beaucoup écrit là-dessus, justement aussi sur l'islam de lumière. Et voilà, d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu, il était au salon de livres de Nancy, je dis écoute, ça va, tu as reçu une fatwa de la part d'un imam intégriste à Alger, et il s'est levé, c'est tout son humour, il a fait un bras d'honneur et il dit voilà, je l'attends toujours celui-là. Voilà. Donc il y a quand même, alors après c'est une question de proportion. Évidemment, il ne faut pas être naïf. Là, depuis 20 ans, à peu près, moi ça fait 30 ans que je les suis, ces islamistes, les amis musulmans modérés, mais aussi les islamistes intégristes, que j'ai vu dans énormément de mouvements de guérilla, en proportion de l'Oumma, qu'on appelle l'Oumma, la communauté des croyants, 1,5 milliard d'habitants, de croyants donc de par le monde, cette proportion a augmenté. Oui, et ça c'est inquiétant. Justement, il faut donner d'autant plus de voix aux porteurs d'espérance et de cet islam rationnel ou des Lumières, tel que le fils de Massoud aujourd'hui. Ou de Chebel qui diffuse un message de paix. Une autre question? Dernière question. Alors, pardon. Non, mais je voudrais revenir sur la réponse de... Moi, j'ai vu récemment les 4 essais de Ella Wardi, qui sont consacrés le premier à la mort du prophète, et les 3 autres aux 3 premiers califes, dont Othman dont Omar et Othman, le 3e calife, qui a étendu l'empire musulman de l'Espagne au sous-continent africain et au Sinaï. Si vous voulez, étant c'est une Tunisienne, professeure de littérature française de l'Université de Tunis, qui est chercheur associé au CNRS
sur l'étude du monde biblique. Et donc, son travail, c'est une histoire de l'islam. C'est pas la théologie de l'islam, on a analysé certains bouquins par exemple, mais c'est l'histoire des et si vous voulez, on lit cette histoire, c'est bouleversé par la violence avec laquelle les fidèles du prophète Mohammed ont conquis la violence. D'ailleurs, l'islam, quand il était conquérant, était un islam violent. Quand l'islam était adopté de manière marchande, on va dire par un islam marchand, comme c'est le cas de l'Indonésie, c'était beaucoup plus symbiotique, beaucoup plus œcuménique aussi. L'islam d'Indonésie, par exemple, c'est un islam qui tolère des rites bouddhistes, des rites hindous. Effectivement, mais le premier islam s'est imposé par le glaive, bien sûr. Il y a toujours ce substrat qui est colporté aussi par les imams les plus radicaux de la violence comme élément politique. Et c'est cela qu'il faut combattre. Oui, tout à fait d'accord. Voilà, il y avait une dernière question là. Est-ce qu'on n'est pas passé de l'ère de l'idéalisme et de la morale au pragmatisme, c'est-à-dire la vie des blocs, donc la nécessité d'être ferme, hein. Par contre, au niveau des valeurs, peut-être qu'il faut substituer la morale par l'éthique, ce que vous avez bien montré dans cette histoire de petite fille qui était. Je pense que c'est à ce niveau-là que peut-être l'Europe et les pays occidentaux peuvent sauver la face et expliquer à nos ressortissants que la morale simpliste ne s'applique plus dans ces conflits et que par contre l'éthique est toujours possible. Le problème, c'est le problème de la dangerosité de l'idéal qui, par définition, est inaccessible. Donc, c'est la meilleure façon d'être frustré à un moment ou à un autre, je pense. Oui, la conjugaison change, effectivement. On peut avoir l'impression de cycle où on revient à certaines choses. La grammaire de la guerre reste la même. C'est absolument certain. Et il faut garder une éthique. En tout cas, le soldat français se bat selon une éthique. C'est, à mon avis, ce qui nous sauve. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le primat de la victoire et le triomphe des faibles. Le chemin, la façon de se battre, voilà, la bataille vaut plus que la guerre. Ça, c'est ce qu'il faut, à mon avis, garder en tête et c'est ce qui nous sauvera, en tout cas nous, occidentaux. Mais un message d'espoir. Oui. Ah, d'accord. Je suis très heureux d'avoir pu débattre avec Vincent et Michel et vous tous, parce que voilà, on a entendu des mots d'éthique, d'espérance, de valeur. Alors valeur, c'est vrai, moi quand je prononce ce mot quelquefois, enfin moins maintenant, mais quelques-uns me disent ah, c'est ringard. Non, pas du tout. Il faut pouvoir porter des valeurs, il ne faut pas avoir peur, des valeurs de courage, des valeurs d'engagement, des valeurs de témoignage, de dénonciation, et quelquefois, c'est vis pacem par bellum, il faut pouvoir aussi se préparer à la guerre, ce qu'on a peut-être oublié aussi dans nos sociétés modernes et de confort, peut-être par esprit de candeur justement, peut-être par, je dirais pas naïveté, mais peut-être une approche un peu trop optimiste de la réelle politique et de la géopolitique. Donc voilà, mais je suis heureux qu'on ait pu débattre sur ces thématiques, et voilà, pour moi c'est aussi un engagement par le voyage sur le terrain, mais aussi par ce que je pourrais appeler la réinvention du réel qu'est le roman. Et une invention de la paix. Non, merci beaucoup également Michel et Olivier pour ce débat très intéressant. Dans ce cadre particulier du Salon du Livre International de la Montagne, c'est intéressant. Je parlais tout à l'heure des valeurs qui transcendaient la nature humaine, il y avait l'amour, etc., la religion. La montagne aussi, à mon avis, permet de transcender, d'élever le débat et en tout cas permet d'accéder de continuer à rechercher des vérités qui sera toujours difficile d'avoir, mais en tout cas, on ne reprochera pas de les avoir cherchées. Et puis je pense qu'en tirant les leçons du passé, les livres sont toujours porteurs d'avenir et permettent d'espérer dans la beauté du monde. Et je voudrais vraiment très chaleureusement remercier Olivier Weber et Vincent Maillet de leur participation, parce que leurs récits respectifs sont vraiment intimes et sincères, et ils nous font pénétrer pour Olivier à côté du poste émetteur du reporter en mission, et puis pour Vincent dans les blindés et dans les tentes d'un bataillon à visage humain.
Et l'un et l'autre, ils y recomposent une autre famille, une passion et une raison de vivre. Et vraiment, merci à vous deux. Et puis merci à vos éditeurs, hein, notamment à Guillaume Dufrédy qui a publié ce livre aux éditions Passionnés du bouquin sur le sentier des guerres. Et Massoud, le rebelle assassiné d'Olivier Weber aux éditions de l'Aube. Et demain, il reviendra en deuxième journée pour le royaume de la lumière, avec Gérard Muller, qui est ici présent et qui l'a accompagné dans un périple au Mustang. Voilà. Eh bien, merci. Dans un peu moins d'un quart d'heure, vous pourrez retrouver les femmes de haute montagne.